passe à l'accommodation. Chers élèves, l'accommodation est matérialisée par ce schéma que vous voyez ici. Le schéma que vous voyez ici représente le schéma, une portion de l'œil, dans deux situations différentes. En effet, ici, vous avez un œil qui observe un objet situé à l'infini. Et ici, vous avez un œil qui observe un objet proche. Et ici également proche, comprenez par là, situé entre le punctum remotum et le punctum proximum, situé entre 6 mètres et 20 cm. C'est là on appelle la zone d'accommodation. C'est une zone qui est comprise entre le punctum remotum et le punctum proximum, entre 6 mètres et 20 cm. C'est bon. Donc, quand un objet, théoriquement, si un objet est situé entre le punctum remotum et le punctum proximum, l'image ne devrait pas être nette, car l'image devrait se former théoriquement derrière la rétine. Fort heureusement, le cristallin est capable de modifier sa face pour qu'en réalité la convergence soit augmentée, pour augmenter la convergence afin que l'image qui devrait se former théoriquement derrière la rétine puisse être formée sur la rétine pour rétablir la vision, pour que cette vision-là soit nette. C'est pourquoi, si vous observez bien ces deux schémas, vous allez voir que les deux cristallins-là n'ont pas la même forme. En effet, voici un cristallin qui voit un objet situé à l'infini. La vision elle est normale. Le cristallin n'a pas besoin de se fatiguer, il n'a pas besoin de se modifier pour voir un objet situé à l'infini. Si par contre l'objet est proche, il est obligé d'augmenter sa convergence. C'est pourquoi vous avez les deux flèches qui sont là. Vous voyez cette flèche et cette flèche-là. Ça veut dire quoi? Le cristallin se bombe. Et en se bombant, on dit qu'il réalise le phénomène d'accommodation. L'objectif, c'est quoi? C'est pour augmenter la convergence afin que l'objet soit vu de façon nette, sans être flou. C'est le même phénomène qui est là également. Lorsque le cristallin est au repos, vous avez ici, voici sa forme. Lorsqu'il est à l'état accommodé, voici sa forme. Ici également, vous constatez que, on va dire, regardez le sens des flèches, ne sont pas les mêmes. Lorsque le cristallin est en train d'accommoder, voici comment il va se rétracter pour pouvoir augmenter la convergence afin que l'objet soit ramené sur la rétine. Il était derrière la rétine, il va être ramené sur la rétine. La vision va être nette. C'est pourquoi nous allons aussi accommodation A, bombement de la face antérieure du cristallin. Donc on va dire H de avant-dernière association, filtration. Donc là également, c'est un phénomène qui concerne le cours sur le rôle du rein. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, dans le processus de fabrication de l'urine, il y a fondamentalement 3 étapes qui sont là. En effet, l'urine est fabriquée à partir du plasma sanguin. Donc, il va falloir que d'abord le plasma arrive par l'intermédiaire de l'artériole afférente au niveau des reins, plus précisément au niveau de ces structures-là qu'on appelle tubes urinifères ou néphrons. Chaque rein en contient environ 1 million de néphrons. C'est bon. Donc, quand le plasma arrive au niveau de cet organe-là, en réalité, le néphron va fabriquer les urines à travers 3 processus, à travers 3 étapes fondamentales. Premièrement, comme le montre la légende, c'est la filtration. Ici, le plasma est filtré. Et quand le plasma est filtré, toutes les particules de grosse taille vont être retenues ici, à l'image des lipides, mais également des protéines. Voilà pourquoi dans le sang dans les urines d'un individu en bonne santé, vous ne devrez normalement pas retrouver là-bas ni des protéines, encore moins des lipides. En effet, ces deux éléments représentent des constituants anormaux en réalité de l'urine. Pourquoi? Parce qu'ils ne devraient pas passer à travers cette capsule de Bowman. Ils ne devraient pas passer à travers les mailles du glomérule. Si le glomérule-là est en bon état, ces deux molécules-là devraient être retenues ici, puis repartir et se retrouver dans la circulation sanguine. Première étape de la fabrication des urines, vous avez la filtration. Ensuite, quand les urines sont filtrées, une partie va passer. Après la filtration, vient la deuxième étape qui est la réabsorption. Ici, chers élèves, certaines molécules qui sont passées par là, certains constituants vont être entièrement réabsorbés. C'est le cas du glucose. C'est pourquoi d'ailleurs également, vous ne devrez pas retrouver du glucose dans les urines d'un individu en bonne santé. Dès que vous le retrouvez là-bas, c'est une anomalie. C'est bon. Ensuite, une partie de l'eau va être réabsorbée
une partie, en réalité, des chlorures vont également, une partie également de ces minéraux va être réabsorbée. C'est bon. Après l'étape de la filtration, suivi de l'étape de la réabsorption, vient maintenant l'étape de l'excrétion, l'étape de la sécrétion. En effet, le fonctionnement de cet organe-là s'accompagne de production de certaines molécules telles que l'ammoniac, mais également certains médicaments vont être ici sécrétés à ce niveau-là. Vous voyez ici la flèche. Une fois que les capillaires tubulaires arrivent à ce niveau-là, certains éléments qui étaient là vont être sécrétés et se retrouver exclusivement dans les urines. C'est l'image des médicaments. Voilà pourquoi lorsque vous retrouvez des médicaments dans vos urines, c'est le signe que effectivement vos reins sont en train de fonctionner normalement. Donc, chers élèves, voilà pourquoi nous allons associer filtration à passage de certaines substances du plasma au néphron. C'est bon? Donc, nous allons dire I4. Et enfin, ganglion spinal. Chers élèves, ce ganglion spinal-là, nous l'avons vu lorsque nous faisions le cours sur le système nerveux. En effet, si vous observez le système nerveux, vous avez une partie centrale et une partie périphérique. La partie centrale est constituée par ce qu'on appelle le système nerveux central, à savoir l'encéphale qui est là, mais également la moelle épinière. La partie périphérique, c'est les nerfs qui sont là, les nerfs rachidiens, les nerfs crâniens. Ainsi, si vous réalisez une coupe transversale, exemple suivant, regardez bien, si je réalise une coupe à ce niveau-là, c'est-à-dire si je réalise une coupe à ce niveau-là, je vais avoir une structure comme ça. Là, on appelle ça coupe transversale de la moelle épinière. Et là, j'insiste beaucoup sur ce document-là, car il reviendra en cas de terminal S. Il faudra que vous l'observiez et que vous le compreniez carrément. Vous devez reprendre ça, être capable de le reprendre. Parce que c'est un schéma qui va beaucoup revenir en classe de terminal S. Bref, si vous observez bien cette coupe transversale de la moelle épinière, elle est composée par ce qu'on appelle ici la partie de la moelle épinière qui est là, qui est constituée par une dualité structurale. Ici, vous avez la substance blanche. Ici, vous avez la substance grise en forme de X. Ensuite, regardez bien, cette moelle épinière-là est prolongée par ce qu'on appelle une racine dorsale et une racine ventrale. La racine dorsale et la racine ventrale forment le nerf rachidien. Donc, il y a 31 paires de nerfs rachidiens. Là, vous avez une paire qui est là. Ça, les deux là représentent une paire de nerfs rachidiens. Il est important de comprendre que cette racine dorsale et cette racine ventrale, chacune en ce qui la concerne, assure un rôle très important. En effet, comme le montre le document là, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une structure qui passe à travers la racine dorsale et qui arrive au niveau de la moelle épinière. De même, il y a également un élément qui quitte la moelle épinière et qui passe à travers la racine ventrale. Vous voyez? Donc, on les appelle ici, celui-là, on peut l'appeler un neurone afférent, alors que celui-là, on peut l'appeler un neurone efférent. Donc, vous voyez que ici, si vous observez bien le neurone afférent, arrivé au niveau de cette structure-là qu'on appelle ganglion spinal, il loge ici un élément qu'on appelle le corps cellulaire. Tous ces éléments-là, vous allez les voir en cas de terminal S. De sorte que, si vous voulez différencier la racine ventrale de la racine dorsale, il faudra comprendre que la racine dorsale contient un élément qu'on appelle ganglion spinal, dans lequel doit être logé le corps cellulaire du neurone afférent. Donc, en cas de terminal, si vous mettez ici le neurone efférent et ici le neurone afférent, vous allez passer à côté. C'est bon? On va parler d'ailleurs de fibre nerveuse sensitive, fibre nerveuse motrice. Comme le montrera Bel Emagendi, vous allez voir que c'est à ce niveau-là que va loger le neurone. Donc, ici, on va parler de ganglion spinal. C'est une structure qui permet de différencier la racine dorsale de la racine ventrale. Voilà pourquoi nous allons associer, chers élèves, voilà pourquoi nous allons associer ganglion spinal à renflement de la racine postérieure du nerf rachidien. On l'appelle racine postérieure ou racine dorsale. Donc, nous allons dire J7. Pour ne pas trop allonger la vidéo, c'est ici que nous allons nous arrêter. Nous allons poursuivre la correction du deuxième et du troisième exercice, c'est-à-dire les exercices qui concernent la compétence méthodologique dans nos cours de renforcement que vous pouvez aussi rejoindre à travers le numéro que vous avez vu sur votre écran. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo-là
afin qu'elle soit utile à un autre élève. Merci et à très bientôt.